Il est impossible d'isoler la Russie. Déclaration de Vladimir Poutine à Vladivostok dans un forum économique tourné vers l'Asie. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Vladivostok en Extrême-Orient russe. La Russie peut-elle vraiment se passer de l'Occident? Avec nous pour en parler, Lucas Aubin, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Votre nouveau livre a pour titre Géopolitique de la Russie. C'est aux éditions La Découverte. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Vous avez suivi avec attention tout au long de la journée cette joute verbale à distance entre Vladivostok et Bruxelles. Lucas Aubin, avant de vous donner la parole, on va écouter Vladimir Poutine. Peu importe combien certains voudraient isoler la Russie, comme nous l'avons toujours dit, il est impossible de le faire. Il suffit de regarder une carte. En utilisant nos avantages compétitifs naturels, nous continuerons à renforcer notre capacité de transport, à étendre notre réseau de routes et de chemins de fer, à construire de nouvelles approches pour les terminaux maritimes et à augmenter leur capacité. Voilà. Lucas Aubin, vrai ou faux, ce que dit Vladimir Poutine? Tout à fait vrai, effectivement. Et c'est pour le coup, ça n'est pas du bluff, puisque ça fait maintenant 22 ans en fait, que Vladimir Poutine a entamé ce virage vers l'Asie. Alors d'abord timidement, au début des années 2000, mais clairement, ça fait partie des objectifs de la Russie. Faut se souvenir, déjà, le symbole, c'est que la Russie, c'est avant tout un aigle à deux têtes, un aigle doré, un qui regarde à l'ouest, l'autre qui regarde à l'est. Et sous Pierre le Grand, il y a des siècles de ça, l'aigle regardait davantage à l'ouest, s'ouvrait à l'Europe, etc. Aujourd'hui, effectivement, les frontières se referment du côté occidental. Du coup, Vladimir Poutine accentue les partenariats avec l'Asie et notamment, évidemment, avec la Chine. En Russie, ça porte un nom, c'est le pivot vers l'Est. Et ce pivot vers l'Est, clairement, il avance à grands pas. Un chiffre tout simple, en 15 ans, la balance commerciale entre la Chine et la Russie a été multipliée par 13 et la Chine est désormais le premier partenaire commercial de la Russie. Donc ce que vous nous dites, c'est que la Russie et Vladimir Poutine en personne préparent cette rupture avec l'Occident et notamment l'Europe depuis une vingtaine d'années. Alors, avec peut-être un point de bascule en 2014. Tout à fait. Il ne préparait pas nécessairement de s'isoler du monde occidental. Il se préparait plutôt à diversifier leurs activités économiques notamment. Et Vladimir Poutine sait très bien que la Chine est amenée à être, et est déjà en fait, l'un des principaux acteurs géopolitiques, géostratégiques, économiques de la planète. Et il cherche, selon ses mots, à prendre le vent chinois dans les voiles russes. C'est ce qu'il explique en ces termes depuis plusieurs années maintenant. Après, il faut se souvenir évidemment que la Chine suit aussi ses propres intérêts et que si jamais Vladimir Poutine devenait trop encombrant et empêchait potentiellement la Chine de commercer avec les puissances occidentales qui, rappelons-le, pèsent uniquement 19% des pays à l'ONU, mais qui pèsent d'un point de vue économique plus de 60% de l'économie mondiale. Ouais. Donc on imagine mal la Chine s'isoler des puissances occidentales dans ce contexte, étant donné que la Chine, rappelons-le, ambitionne de devenir la première puissance économique et militaire de la planète d'ici 2049 pour fêter le centenaire de la révolution maoïste de 1949. Alors Slimane, la Russie est-elle devenue autosuffisante au point de se passer de l'Europe et des États-Unis? En tout cas, Vladimir Poutine vient de parler des atouts naturels de la Russie. La Russie est aujourd'hui le premier ou un des plus grands exportateurs de blé, de gaz, 20% du gaz mondial commercialisé. Et s'agissant du blé, elle en importait avant 2014 et avant la première guerre du Donbass. Oui, l'Union soviétique, son nom rimait avec pénurie. Donc aujourd'hui, c'est un des plus gros producteur de céréales, notamment de blé. C'était le plus grand exportateur de pétrole juste après l'Arabie Saoudite, de palladium. Bref, il y a des tas de minerais très précieux pour les technologies de pointe dont la Russie possède au moins un quart. Il y a aussi, par exemple, l'enrichissement du minerai nucléaire pour les 439 centrales nucléaires à travers le monde. La Russie possède à peu près 40% des capacités d'enrichissement et donc de commercialisation de cet uranium enrichi indispensable aux centrales. Donc tout cela fait que la Russie peut encore encaisser le rejet ou les sanctions occidentales, d'autant plus qu'elle a une très vieille tradition de résilience. Écoutez, moi j'ai vu la Russie à l'époque d'Yeltsin. C'était une débâcle sociale, culturelle, sociologique, morale à tel point que même les cosmonautes
les cosmonautes qui étaient la gloire de l'Union soviétique, allaient vendre dans le marché aux puces de Moscou leur propre tenue de cosmonaute. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et depuis, comme on le disait, avec Vladimir Poutine, avec la poigne, l'autorité, la démagogie, le nationalisme, le pays reprend du poil de la bête. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de son tropisme vers l'Est. Il se double d'un tropisme vers le Sud. Vous l'avez remarqué, depuis l'invasion de l'Ukraine, le discours russe est devenu un discours presque messianique. Vladimir Poutine ne parle plus de l'Ukraine. Il dit, nous entrons dans une phase de transition historique. L'Occident, qu'il appelle le milliard doré, c'est-à-dire le milliard d'habitants de ce que nous appelons l'Occident, ne représente que lui-même, en tout cas pas la communauté internationale. Il est en train de dire que toute l'humanité est derrière la Russie. Ça, c'est le côté messianique de la Russie. La Russie se bat pour l'humanité, elle ne se bat plus pour les intérêts du Kremlin. Et il insiste beaucoup sur la multipolarité. Juste parce qu'on parlait quand même d'autosuffisance alimentaire, vous avez parlé du blé. Est-ce qu'il y a un secteur quand même où la Russie risque d'être en difficulté? On pourrait penser aux composants électroniques. Les voitures, tiens d'ailleurs, les voitures souvent elles viennent d'Europe et des États-Unis. Comment vont faire les Russes? Pour les, tourner vers le Japon? Pour les voitures, je pense que la Russie est capable de produire ses Lada et ses Lada Niva encore aujourd'hui. Après, je pense que la difficulté, c'est par rapport à l'armement. Effectivement, il y a des composants électroniques qui viennent des pays occidentaux, pour la plupart, en fait. Et que là, il va y avoir un problème au moment où il va falloir renouveler. C'est déjà le cas. Hein. On sait que depuis hier, je crois, ou avant-hier, que la Russie cherche à obtenir de l'armement du côté de la Corée du Nord, ce qui montre bien qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, au front notamment. Pour le moment, je pense que c'est encore tôt pour savoir quelles sont exactement les sanctions efficaces ou inefficaces contre la Russie. Ce que je peux dire en attendant, c'est qu'il faut faire très attention à la façon dont on cible la Russie, parce qu'on sait que les sanctions, de façon générale, ont tendance à engendrer chez les populations sanctionnées un effet de ralliement autour du drapeau. Alors c'est exactement la question que j'allais. Alors c'est exactement la question que j'allais vous poser. Non, c'était ça, mais continuez. C'est vrai qu'effectivement, en principe, on l'a vu avec l'Iran, l'Irak, Cuba notamment, le Venezuela aussi. En général, c'est pour pousser le peuple à se soulever contre un dirigeant dont on veut se débarrasser côté occidental. Ça marche pas. Et ça marche pas effectivement. Et il y a un exemple très concret pour la Russie. En 2014, au lendemain de l'annexion de la Crimée, au lendemain du coup des sanctions occidentales qui en avaient découlé, la cote de popularité de Vladimir Poutine était montée à 88% d'opinion favorable auprès des Russes, ce qui est évidemment énorme. Après, la Crimée est quand même un cas particulier. La Crimée, ça n'est pas l'ensemble de l'Ukraine, ça n'est pas la guerre qui actuellement est menée par Vladimir Poutine, mais il n'empêche, ça reste quand même un symbole. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir ce que pense la population russe, pour la simple et bonne raison que, de toute façon, vous êtes puni pénalement en Russie depuis début mars si jamais vous vous exprimez contre la guerre ou plutôt contre l'opération militaire spéciale. Donc on peut pas, il n'y a pas de sondage fiable actuellement, puisque vous imaginez bien, vous êtes russe actuellement, vous recevez un appel pour un sondage, si vous dites non, je suis contre Vladimir Poutine et contre la guerre, vous risquez que quelqu'un vienne frapper à votre porte. Les restrictions que l'Europe veut imposer contre les visas pour les simples citoyens russes, pousse ces citoyens, les jette pratiquement dans les bras de Vladimir Poutine. Exactement. Comme ça qu'il y aura beau jeu de leur dire « Je vous l'avais bien dit, ces gens-là ne nous aiment pas en tant que Russes et pas en tant que puissance expansionniste. » Tout à fait. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Je suis ravi que vous l'exprimiez ainsi, parce que derrière, le risque, effectivement, en ne ciblant pas bien justement les sanctions, en ne ciblant pas du coup les organes du pouvoir en Russie, à savoir les oligarques, les hommes et les femmes politiques. Ce que font les Américains. Ce que font les Américains. Mais les interdictions de visa. Effectivement, la discussion récente sur les interdictions de visa russes dans l'Union européenne, évidemment, pour Vladimir Poutine, c'est du pain béni. Pardonnez-moi, monsieur, mais quelles sanctions alors? Parce que certains disent aussi que ne pas prendre de sanctions telles qu'elles ont été prises, le coût à payer aurait été encore plus lourd pour les pays européens, pour les États-Unis, qui brandissent aussi la question des libertés, de la démocratie. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a eu plusieurs temps dans cette guerre. Il y a eu un premier temps qui était très intense dans les premiers mois, en fait, voire les premières semaines plutôt. Il fallait repousser la Russie, les assauts russes par tous les moyens, puisque, évidemment, l'ambition de Vladimir Poutine était de prendre Kiev, de changer de gouvernement, etc. Maintenant que l'armée, disons, stagne un peu à l'Est, là, on peut peut-être prendre plus le temps de réfléchir et à cibler les sanctions pour éviter, justement, de se mettre à dos la population russe qui
elle, pour le moment, est gardée un peu à l'écart de tout ça par Vladimir Poutine lui-même, qui cherche justement à rendre la population russe relativement passive pour qu'elle ne s'inquiète pas trop. Finalement, cette opération militaire spéciale se passe bien, comme on l'avait imaginé, etc., ce qui n'est évidemment pas vrai. Ouais. Slimane, une minute pour conclure peut-être. On est dans un monde interdépendant, on l'a compris, interconnecté. L'Europe a-t-elle vraiment intérêt à se couper de la Russie ? On sait que même du temps de l'Union soviétique, il n'y a pas eu de rupture totale entre les deux pays, les deux régions. Alors, ces sanctions ont une particularité. En principe, une sanction, c'est quoi? C'est que vous faites quelque chose qui me déplaît, je restreins mes échanges avec vous jusqu'à ce que vous reveniez à de meilleurs sentiments. Après, on reprend nos affaires. C'est ça la sanction. Elle est conditionnelle. Or, là, on n'est plus, pour la première fois, on n'est plus dans des sanctions conditionnelles. On est dans un processus de divorce inexorable, sans retour en arrière. C'est-à-dire que l'Europe cherche à être indépendante du gaz russe, soit. Mais la Russie va donc devenir, à son corps défendant, indépendante de l'argent européen. Car en fait, il ne s'agissait pas d'une dépendance seulement unilatérale de l'Europe vis-à-vis de la Russie. La Russie aussi était dépendante de l'argent européen, donc perméable à l'influence de l'Europe libérale. Mais si la Russie devient totalement indépendante, est-ce que c'est vraiment l'intérêt historique de l'Europe de ne plus pouvoir exercer un minimum d'influence sur la Russie? Alors, juste un mot sur ça, et on conclut en 30 secondes, désolé, sur l'Europe. L'Europe est tombée dans la gueule du loup, ou dans le piège tendu par les Américains, ou c'est exagéré de le dire comme ça? De mon point de vue, je pense que c'est exagéré dans le sens où si les sanctions ont été prises très rapidement, elles peuvent être ôtées également très rapidement. Et c'est l'un des paris aussi de Vladimir Poutine qui, à mon avis, à terme, ne peut pas se passer. Il a tendu la main un peu aujourd'hui parfois, en disant « je mène pas une guerre... Ça va probablement revenir d'ailleurs dans le futur, dans un futur proche. Je me souviens qu'au troisième mois de la guerre, à peu près, Dmitri Medvedev, donc l'ancien président de la Fédération de Russie, qui a toujours un poste important aujourd'hui, avait dit que de toute façon, il misait, lui, sur, à moyen terme, le fait que les puissances occidentales allaient vouloir à nouveau la diplomatie et l'économie dans quelques mois, puisque c'est comme ça que ça avait été le cas après l'annexion de la Crimée. Donc il y a ce pari russe qui est fait en même temps, donc c'est tout le paradoxe, évidemment. Il y a une différence claire, là, entre le discours de Vladimir Poutine actuellement et ce que les élites russes disent en ce moment. Merci beaucoup Lucas Aubin, géopolitique de la Russie, édition de la Découverte. Merci Slimane pour votre éclairage également.